la paix au Proche-Orient. Vous y croyez, vous, à cette paix au Proche-Orient? Vous pensez qu'elle pourra être durable? J'ai un espoir, parce que ce que Donald Trump a réussi de faire, c'est déjà beaucoup. Et c'est un très bon début. Mais je pense que ça sera compliqué quand même. Parce qu'il y a trop de questions. Et si je ne me trompe pas, même aujourd'hui, il y a eu un échange de... je pense que l'armée israélienne a été obligée d'ouvrir le feu vers un groupe de gens qui sont avancés sans expliquer pourquoi. Donc, je pense que les situations comme ça serait... Elle reste tendue et explosive. Exactement, ouais. Exactement. Après, il y a une grande équipe pour les reconstructions des Gaza. Il y a beaucoup d'argent dedans. Je pense qu'il y aura beaucoup de envie et beaucoup de pression à mettre sur les deux côtés pour que ça se passe, pour que ça marche. Sébastien Ligné, vous êtes optimiste sur ce plan de paix au Proche-Orient? Un petit peu moins, j'ai envie d'y croire au fond de moi pour tout le monde d'ailleurs, et surtout pour les Palestiniens. Mais c'est-à-dire qu'on a tous compris que la première étape de ce plan de paix était la plus facile, entre guillemets, c'est-à-dire rendre des otages contre des prisonniers. Maintenant, la question de la démilitarisation du Hamas, c'est là où le vrai clivage va se former. On sait que le Hamas rechigne à lâcher les armes, on sait que vous avez déjà des milices au sein de la bande de Gaza qui sont en train de s'armer pour lutter contre un potentiel départ du Hamas. J'ai peur que la question centrale quand même du départ de ces terroristes soit beaucoup plus compliquée à résoudre que la simple remise des otages et des prisonniers palestiniens. Suite du débat dans un instant. Donald Trump, partisan de la paix au Proche-Orient, peut-il réussir aussi pour le conflit entre l'Ukraine et la Russie? On en débat avec vous deux, Sébastien Ligné et Xenia Fedorova. Europe 1, il est 13h28. 13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Lélie Mathias et vos deux chroniqueurs, chers Clélie, Xenia Fedorova et Sébastien Ligné. Et on va parler de ce qui se passe en Ukraine et du conflit avec la Russie. Si Donald Trump a réussi à imposer une paix au Proche-Orient, est-ce qu'il pourrait le faire vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine? Juste un mot, Xenia Fedorova, ça vous semble possible à l'heure actuelle? Je pense que ça peut être possible dans les situations où les intérêts de complexes industriels militaires des États-Unis vont pas sur le premier plan. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un lobby, il y a les grands intérêts de ces entreprises les producteurs des armements. Déjà, il faut pas oublier que l'Ukraine est devenue un peu de champ de test pour tous les armements américains, européens, etc. Aujourd'hui, il y a la question de Tomahawk, le missile, on en parlait avec vous la dernière fois aussi. Et Donald Trump a assuré dimanche qu'il pourrait menacer encore une fois Vladimir Poutine de livrer ces Tomahawk à Kiev. Donc ce sont des missiles à longue portée. Ce sont les missiles à longue portée, mais aussi les missiles qui sont capables de porter le nucléaire, la partie nucléaire. Ce qui est très inquiétant parce qu'en fait, imaginons que le missile est lancé et du côté de la Russie, on ne sait pas si c'est un missile... on peut dire normal, ou un missile nucléaire. Donc ça peut amener vers une escalade énorme. Et ce que Vladimir Poutine a dit, et je pense qu'il y a une semaine, que le Tomahawk, bien sûr que ça va changer la dynamique, le bon dynamique entre les États-Unis et la Russie, parce que même si ça ne change pas la situation sur le terrain, ça va changer les échanges. Donc c'est une grande question si Donald Trump va le faire. C'est une stratégie qu'a déjà fait Donald Trump, puisqu'il a montré les muscles aussi pour obtenir cette paix au Proche-Orient. Est-ce que là, il montre les muscles aussi pour faire fléchir Vladimir Poutine? Oui, mais en fait, on ne peut pas comparer une organisation terroriste des Hamas avec un pays avec les armements nucléaires le plus grand, en fait, des armements nucléaires, avec une armée. On ne peut pas faire ce genre de pression sur la Russie. Je pense que ça sera contre-productif. Finalement, ça peut mener vers un conflit mondial. Donc, je pense que là, Donald Trump comprend ça très bien. C'est pour ça qu'il n'a pas encore validé les missiles. Il continue à jouer avec les mots, peut-être mettre la pression sur la Russie. Mais la vérité, c'est que à mon avis, ça sera contre-productif si ça continue comme ça. Donc, la question, c'est le complexe militaire industriel des États-Unis. Donald Trump qui va recevoir vendredi à Washington Volodymyr Zelensky. Ce sera la 3e fois depuis l'arrivée au pouvoir ou à la Maison-Blanche de Donald Trump. Écoutez, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, qui a estimé lors d'une conférence de presse hier que la Russie ne veut pas la fin de la guerre.
Il est clair que nous voulons tous que cette guerre prenne fin. Je veux dire, l'Ukraine veut que cette guerre prenne fin, les Européens veulent que cette guerre prenne fin, et les États-Unis veulent également que cette guerre prenne fin. Donc le seul qui ne veut pas que cette guerre prenne fin, c'est la Russie. Nous appelons donc tous nos alliés à aider militairement l'Ukraine afin qu'elle puisse se défendre et repousser l'agression russe. Sébastien Ligné, qu'en pensez-vous? Est-ce que la stratégie qui a été celle de Donald Trump pour le Proche-Orient peut-elle être applicable avec la Russie de Vladimir Poutine? Non, en tout cas pas exactement dans les mêmes proportions, parce qu'on a tous compris qu'au Proche-Orient, la clé n'était absolument pas le Hamas, mais c'était le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et à partir du moment où Donald Trump a réussi à ramener autour de la table ces deux puissances-là, le coup était joué, entre guillemets. Là, pour la question ukrainienne, il n'y a qu'une seule pièce à jouer, c'est la Russie et c'est Vladimir Poutine. Vous n'avez pas d'autre interlocuteur possible. Il reste le chef et la clé pour sortir de ce marasme guerrier. Et donc le problème, c'est qu'il faut réussir à ramener autour de la table Vladimir Poutine. Maintenant, la question, c'est comment on fait? Est-ce que c'est en participant à l'escalade et en continuant avec des déclarations parfois extrêmement guerrières? Moi, je pense à Emmanuel Macron, on en parlait tout à l'heure, qui nous expliquait que Vladimir Poutine était un ogre. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne rhétorique pour ramener Vladimir Poutine autour de la table. Je pense que si on veut Donald Trump, il a accusé Vladimir Poutine de tigre de papier. Et je pense que c'est une erreur aussi. Je pense que si on veut vraiment mettre fin à ce conflit, alors il faut faire redescendre la pression. Mais tout le monde, dans les mots, dans les actes, dans la stratégie militaire. Et il faut dire, voilà, si on veut vraiment tous mettre fin à la guerre, alors il va falloir qu'on discute. Mais pour cela, il faut qu'on baisse les armes, il faut qu'on baisse un peu le ton, il faut qu'on baisse le curseur en termes de provocation. Et là, on va voir ce qu'on peut faire. Je ne suis pas certain que remettre une pièce, dans tous les sens du terme, économique et militaire, dans la guerre en Ukraine côté européen, soit la bonne stratégie pour convaincre Vladimir Poutine d'arrêter ce conflit. Donc il faut changer un peu. Oui, Xenia Fedorova. Je peux ajouter aussi qu'en fait, Kaja Kallas qui dit que c'est la Russie qui ne veut pas les paix, mais si on regarde, c'est depuis le début l'Union européenne qui et pas seulement l'Union européenne, mais en fait aussi les Royaumes-Unis qui sont encouragés Zelensky d'aller plus loin. Par exemple, si on regarde Boris Johnson, il y a un très intéressant article qui est sorti, un sujet qui est sorti chez Guardian, qui Boris Johnson qui est coupable d'en fait de demander à Zelensky de ne pas signer un accord de paix à Istanbul en 2022, au début du conflit. Il a réussi je pense que c'était $1 million ou peut-être, mais beaucoup d'argent d'une lobbyiste pro-militaire, c'est-à-dire quelqu'un qui possède les entreprises qui produisent les armements. Donc c'est un grand scandale à ces moments en Royaume-Uni, en Angleterre. Mais regardez, Zelensky qui va voir Donald Trump ce vendredi, il a dit qu'il va voir Donald Trump pour demander les Tomahawks. Donc, c'est-à-dire que Vladimir Zelensky, qui ne veut pas discuter comment on peut se mettre à la table de négociation Vladimir Poutine, mais il demande plus des armements. Et à plusieurs reprises, il a dit que l'Ukraine est prête de continuer à se battre, etc., etc. Donc, c'est une logique des votes en guerre qui vient de l'Europe, qui vient du Royaume-Uni, qui vient de Zelensky lui-même. Mais parce qu'il y a une peur, peut-être? Il n'y a pas de peur, il n'y a que les intérêts. Et je pense qu'il n'a pas eu encore une seule vraie audit d'argent qui était envoyé à l'Ukraine. Et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses intéressantes quand ça va avoir le place, ça sera le cas. Mais pour l'instant, la question, évidemment, c'est côté dit que c'est Vladimir Poutine qui ne veut pas la paix. Vladimir Poutine dit que c'est Zelensky, que c'est l'OTAN qui ne veut pas la paix, parce que depuis des années, c'est les pays de l'OTAN qui envoient les armements et un renseignement, etc. Donc la question est là, je vous rejoins, sans la Russie, il n'y aura pas la paix. Et Donald Trump peut imposer la paix, mais ça doit être imposé plutôt sur les Européens et plutôt sur Zelensky pour se mettre à tour de. On verra aussi de quelle couleur seront les échanges qui vont avoir lieu vendredi. À chaque fois, on n'est pas au bout de notre surprise. La première rencontre, ça avait été une humiliation pour Volodymyr Zelensky, largement. Et puis le ton avait changé à l'issue de la deuxième rencontre. Là, la troisième, on va voir. Il va être évidemment question de défense anti-aérienne, puisque Volodymyr Zelensky veut en parler. Mais il sera certainement question aussi de pourparlers ou d'autres discussions. Oui, Sébastien Ligné. Vous refaisiez l'histoire de ses relations et ses discussions avec Volodymyr Zelensky. On sent bien qu'il a du mal à se positionner avec ce conflit ukrainien. Beaucoup plus que sur le conflit Hamas-Israël, où il a tout de suite, je pense, très bien compris la situation géopolitique et comment on pouvait s'en sortir, notamment par la force et par les discussions avec les alliés arabes. Là, on sent qu'il ne sait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a tenté
la pression maximum sur Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre à la Maison-Blanche. On a vu que ça avait tourné au fiasco géopolitique. Là, il a ensuite d'abord tenté d'amadouer Vladimir Poutine à son arrivée à la Maison-Blanche. Ensuite, là, il est dans une optique sommet plutôt... d'encourage. Et là, il est en train de changer une nouvelle fois de fusil d'épaule et d'attaquer plus frontalement Vladimir Poutine. Donc, on sent bien que sur ce conflit-là, il est gêné. Parce qu'il nous promettait pendant la campagne américaine de résoudre ce conflit en 48 heures. Je pense qu'il s'est fourvoyé sur cette question. Il a compris que c'était bien plus complexe que ce qu'il pouvait croire. Et donc, je trouve qu'il change trop souvent de fusil d'épaule et qu'il cherche encore la bonne porte d'entrée, ou plutôt la porte de sortie pour en finir avec ce conflit. Donc, je pense que ce sera bien plus complexe que ce qu'on a vu ces dernières heures au Proche-Orient. Hélas. Oui, hélas, effectivement. Et on va voir aussi Emmanuel Macron qui va évidemment se mettre dans les lumières s'il a un développement. Revenir vers lui. Je pense que ça sera exactement le cas. Si Donald Trump arrive à trouver un moyen de continuer avec les négociations, là, on va voir Emmanuel Macron qui va dire que c'est grâce à lui qu'en fait, finalement, la Russie était sous la pression et finalement est obligé d'aller vers les négociations. Vous devez reconnaître qu'en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron a plutôt été le fer de lance au niveau européen, en tout cas avec toute la coalition des pays. Il me manque l'expression, la coalition des pays volontaires. Voilà, la coalition des volontaires. Il a été plutôt à la manœuvre. Oui, c'est aussi son seule chance d'essayer d'avoir un peu de popularité parmi son propre peuple, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il a une énorme crise politique à l'intérieur, donc il fait beaucoup d'efforts pour régler quelque chose à l'extérieur, et chaque fois, il parle d'une menace extérieure, ça lui permet un peu, de diriger l'attention vers un autre sujet quand il a un vrai problème à la maison. Donc, je pense que c'est aussi son motivation. C'est comme ça. Et en général, si on regarde les experts qui parlent de ces conflits, beaucoup pensent que cette situation de guerre à la porte permet en fait de cacher les problèmes économiques, les problèmes à l'intérieur de leur pays. Sébastien Ligné, un dernier mot sur ce sujet, avant qu'on en vienne justement à la politique intérieure française. Moi, je dirais simplement qu'Emmanuel Macron n'a plus aucune carte à jouer dans ce conflit et que malheureusement pour la France d'ailleurs, et pour l'Europe et pour notre puissance, la résolution de ce conflit se joue entre trois hommes. Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Et finalement, l'Europe est là pour regarder passer les plats et nous sommes que spectateurs de la résolution de ce conflit. Malheureusement pour l'Europe, j'ai envie de dire, mais on a perdu tout le temps. On est largement concerné également. On est totalement concerné, mais on a tellement joué les mauvais coups depuis plus de 2 ans que je pense que nous n'avons plus notre place dans la table des négociations. Et on l'a vu, il y a eu des scènes très symboliques quand lors de, je crois que c'était un sommet, Donald Trump et Volodymyr Zelensky discutent et qu'Emmanuel Macron tente de s'insérer dans cette discussion. Donald Trump lui fait comprendre qu'il n'a rien à faire là. C'était très symbolique, mais ça voulait tout dire. C'était à Rome, je crois. C'était peut-être à Rome, exactement. Donc nous n'avons plus d'autres mots à dire dans cette histoire. Et pourtant, c'est triste parce qu'on parle de notre continent quand même.